Allô? Oui, c'est bon. Tout le monde est là. Salam alaikum. Bon, bah, je suis très content d'être là. On pose souvent la question combien tu as fait de Coupe du Monde? J'en ai fait pas mal, mais le Meddays devient un rendez-vous incontournable. En tout cas, ce que je peux vous assurer, on a échangé avec les différents interlocuteurs et speakers. Vous allez passer un très très bon moment. Et d'ailleurs, je vous donne un petit scoop. J'ai à côté de moi M. Belkacemi, qui est président de la Sonarges, mais qui est surtout membre du comité de la candidature Coupe du Monde 2030. Donc moi, vous pouvez l'applaudir. Bon, je ne lui ai pas dit en off, je vais le bombarder de questions et vous aussi n'hésitez pas, hein. On aura sûrement un petit scoop. En tout cas, vraiment, et en plus vous avez une très jolie ville, alhamdoulilah, vous devez être fiers de la ville de Tanger. Moi j'étais dernièrement, on parlait avec M. Belkacemi à Oujda, à Agadir, etc. Franchement, en Tanger, très très belle ville et merci pour votre accueil en tout cas. Avant de commencer le panel, je voudrais commencer par la présentation des speakers qui sont de qualité. Donc je voudrais saluer la présence, comme je vous ai dit, de M. Belkacemi, qui est président de la Sonarges. Vous pouvez l'applaudir. J'ai à côté Mme Touzani Jehan, qui est directrice stratégie de la Société marocaine d'ingénierie touristique. Monsieur Raoul González, président de Barcelo. Alexandre Kateb, consultant en finance. Et Ali Benjeloun, vice-président du MAS. Alors, vraiment, je pèse mes mots. Vu la qualité des speakers qu'on a, on va apprendre et vous allez apprendre beaucoup de choses. En tout cas, on a appris la bonne nouvelle qu'on organise la Coupe du Monde. L'attribution de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, à l'Espagne et au Portugal marque une étape historique pour le Royaume et constitue une opportunité unique d'accélérer son développement multidimensionnel. Bien plus qu'un événement sportif, l'organisation de la Coupe du Monde représente un levier stratégique pour transformer de multiples secteurs tout en renforçant la position du Maroc sur la scène internationale. Sur le plan diplomatique, la Coupe du Monde offre au Maroc une plateforme exceptionnelle pour projeter ses valeurs d'hospitalité et de tolérance, tout en établissant des alliances stratégiques à l'échelle internationale. Cet événement permet également de promouvoir le patrimoine culturel et les traditions marocaines, renforçant ainsi le rayonnement du pays et son attractivité pour les échanges et la coopération régionale. En matière de développement économique, et on va revenir sur ce sujet avec M. Raoul González, M. Belkacem et Mme Touzani, la préparation de l'événement stimule des investissements d'envergure dans les infrastructures, qui de mieux que le patron des stades à ma gauche pour en parler. Les réseaux de transport et les installations touristiques. On a Mme Touzani et le président de Barcelo au monde. Donc c'est pour ça que quand je vous disais qu'on a des speakers de qualité, je pèse vraiment mes mots. Ces projets génèrent des emplois et améliorent les capacités d'accueil tout en positionnant le Maroc comme une destination touristique de choix au-delà de l'événement. La Coupe du Monde constitue donc une impulsion pour bâtir un modèle de croissance économique résilient où les infrastructures nouvelles serviront durablement les populations locales dans les différentes villes. Cet événement mondial est également un vecteur puissant pour renforcer la cohésion sociale. L'élan de fierté nationale suscité par la performance de l'équipe marocaine en 2022 a montré l'impact du sport dans la consolidation du récit national. L'organisation de la Coupe du Monde crée l'occasion de prolonger cet esprit d'unité et de promouvoir l'inclusion sociale, notamment à travers des programmes destinés à la jeunesse qui mettront l'accent sur le sport, l'éducation et l'engagement communautaire. Face à ces défis environnementaux actuels, le Maroc, avec ses partenaires, s'engage à minimiser l'empreinte écologique de l'événement. La durabilité est au cœur de la stratégie d'organisation, intégrant des pratiques de construction et de gestion respectueuses et de l'environnement, avec un objectif de réduire les émissions de carbone et à optimiser la gestion des ressources. Cette approche contribue à faire de la Coupe du Monde un modèle d'événement responsable et durable, aligné sur les priorités internationales en matière de développement durable. Donc,
Mesdames, Messieurs, je vous présente ce panel et on va commencer les questions avec les différents speakers. Si vous avez la moindre question, si vous voulez qu'il y ait la moindre interaction, n'hésitez pas à lever la main. Je vais commencer par mon voisin de gauche, M. Belkacem. Bon, j'ai qu'une parole. Avant de poser les questions, vous allez quand même nous sortir un scoop. On a avec nous l'un des membres du comité de la Coupe du Monde 2030. Avant de commencer, faites-nous déjà un état des lieux de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et on est entre nous. Un petit scoop pour nos amis tangérois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sinsri. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager autour de la Coupe du Monde, qui est un événement extrêmement important, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, et qui est un événement important pour notre pays, mais pas seulement pour notre pays, mais aussi pour toute l'Afrique entière. Je voudrais rappeler que c'est la 6e candidature qui a été préparée par le Maroc, et celle-là, c'est la bonne. Et je voudrais aussi rappeler un peu le cheminement par lequel on est passé pour pouvoir être là et puis parler de l'avenir, notamment de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc. Je voudrais rappeler que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le 14 mars à Kigali, avait annoncé donc la candidature du Maroc, du Portugal et de l'Espagne pour justement abriter la Coupe du Monde de 2030. Alors, après ça, bien entendu, en octobre, et particulièrement donc le 4 octobre, et par un communiqué du cabinet royal, il a été effectivement annoncé que la retenue de la candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, Maroc, Portugal, Espagne. Alors, suite à ça, il y a eu la publication des requirements ou des exigences de la FIFA pour l'organisation de la Coupe du Monde. Parce que je tiens à préciser, le communiqué du cabinet royal était parfaitement clair, c'est la retenue de la candidature unique. Ne voudrait pas dire attribution. Et donc, après la publication, donc le 5 décembre, donc des exigences de la FIFA pour l'organisation de la Coupe du Monde, donc il y a tout le travail qui a été fait par l'ensemble des intervenants. Je pense qu'on aura l'occasion pendant ce panel de revenir dessus, mais particulièrement le comité de candidature. On a travaillé, enfin l'ensemble des intervenants, pour préparer donc le dossier de candidature. Et la remise de ce dossier de candidature a été effective le 29 juillet 2024. Et j'ai fait exprès d'avoir ça avec le logo qui représente donc cette candidature, Yalla Bamos, qui bien entendu regroupe la symbolique. La symbolique dont je vais parler tout à l'heure. Maintenant, après ça, il y a eu les inspections de la FIFA qui se sont déroulées du 21 au 30 septembre. Si on peut parler de scoop, dans peu de jours, voilà, on est entre nous, donc on peut se permettre. Donc dans peu de jours, il va y avoir donc la publication du rapport d'évaluation donc de la FIFA. Et puis, si on voudrait effectivement parler de scoop, donc le 11 décembre à 15 h, il va y avoir la tenue du congrès de la FIFA qui va annoncer, où il va y avoir le vote des fédérations pour annoncer l'attribution donc là de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, mais aussi par la même occasion 2034, parce que comme on le sait, l'Arabie Saoudite, elle aussi, elle est candidate pour l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des grands chantiers au Maroc pour la préparation de l'organisation de la Pardon. Pouvez-vous nous donner un aperçu des grands chantiers du Maroc pour la préparation de l'organisation de la Coupe du Monde? Oui, bien sûr. Très rapidement. Très rapidement. Écoutez, il est clair qu'une Coupe du Monde, bien entendu, tout le monde le sait, ça exige, et comme je le disais tout à l'heure, donc les FIFA host requirements qui sont des exigences de la FIFA, donc par rapport à un ensemble de chantiers. Donc là, c'est un chantier qui est en lui-même un chantier énorme. Je voudrais tout de même profiter de l'occasion pour dire oui, bien entendu, tous les chantiers qui sont amorcés aujourd'hui, qui vont continuer à être amorcés, concernent bien entendu l'organisation, la préparation pour l'organisation de la Coupe du Monde, mais aussi pour les autres événements, parce que le Maroc aujourd'hui est devenu une destination
pour l'organisation d'événements internationaux. Et donc je parle en l'occurrence la Coupe d'Afrique en 2025, début de 2026. Alors, beaucoup de chantiers. Je parlerai peut-être du premier, enfin celui des stades. Il s'agit de la réhabilitation de 6 stades et la construction d'un nouveau stade qui est le grand stade Hassan II à Casablanca, qui va être, bien entendu, une fois construit, ça va être le plus grand stade au monde en termes de capacité, parce qu'il va abriter tout de même, il va offrir une capacité de 115 000 sièges. Alors, je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est en tout cas beaucoup de chantiers avec beaucoup de phasines par rapport, on va dire, aux stades qui vont abriter ces événements. Maintenant, un autre domaine dans lequel il y a des chantiers qui sont ouverts et qu'on comprendrait parfaitement bien, c'est justement le domaine de l'hôtellerie. Là, c'est clair, pendant la période de l'organisation de la Coupe du Monde, il va s'agir de recevoir plus de 3 millions de touristes. Bien entendu, je suis en train de parler Maroc, Portugal et Espagne. Et en plus, la date qui est proposée aujourd'hui pour l'organisation de la Coupe du Monde, c'est du 13 juin au 21 juillet. Et donc, ça coïncide avec la période estivale. Et donc, ce qui voudrait dire une sollicitation de l'offre touristique qui est très importante. Alors, pour dire simplement les choses, rien que par rapport à la partie hôtellerie, donc il va s'agir de construire ou d'offrir 15 000 chambres supplémentaires aujourd'hui, qui viennent se rajouter à 150 000 qui existent aujourd'hui et qui sont inscrites dans une logique de réhabilitation pour pouvoir se conformer par rapport à un ensemble de choses qui sont définies dans les exigences de la FIFA. Donc, certainement que Mme Touzani va revenir avec un peu plus de détails sur ça, parce que juste pour dire 15 000 chambres de plus, les normes de la FIFA, c'est que les hôtels doivent avoir une capacité minimum de 80 chambres, ça voudrait dire 187 hôtels qu'il va falloir construire, de plus qu'il va falloir construire d'ici 2030. C'est très bien, vous me tendez une perche, vous avez peut-être un avenir de journaliste. Je vais profiter pour Madame Touzani. Est-ce que vous pouvez rebondir sur ce que vient de nous dire M. Belkacemi sur ces 15 000 lits et nous développer, vu que c'est votre expertise, est-ce que vous pouvez nous aiguiller sur ce sujet? Bonjour. Bonjour tout le monde. En tous les cas, bon, peut-être les gens ils vont se poser la question. Déjà, c'est qui la Société marocaine d'ingénierie touristique? Pas tout le monde la connaît. Donc, de par son nom, c'est une société qui travaille sur le produit touristique à travers 2 métiers. C'est le métier de l'ingénierie touristique et également sur la recherche de financement pour développer le produit touristique, c'est-à-dire la recherche d'investisseurs, que ce soit public ou privé, qui vont construire les hôtels de demain et également l'offre d'animation de demain. Alors, je rebondis sur le besoin pour accompagner la co-organisation de la Coupe du Monde. Effectivement, il y a le besoin de 15 000 chambres et sur lesquelles on est en train de travailler, mais également il y a un chantier plus important qui est le chantier de mise à niveau de nos hôtels. Donc, ce qui a été constaté après les diagnostics et les visites terrain qui ont été menées par les régions et avec l'autorité locale, il y a un bon nombre d'hôtels qui sont disponibles mais qui ont besoin d'une mise à niveau tout simplement pour être aux standards internationaux, mais également aux normes exigées par la FIFA. Donc c'est un chantier aussi en parallèle que nous avons lancé déjà, d'ores et déjà, même avant, on est sûr, Inch'Allah, qu'on va être retenu, Inch'Allah, mais en tous les cas, c'est un chantier de mise à niveau de notre parc hôtelier en entier. Alors certes, c'est pour la Coupe du Monde, mais ça va servir également pour notre secteur, parce que le retour qu'on avait, c'est qu'il y avait un effort important à faire sur l'amélioration de la qualité de service de nos hôtels. Donc je pense que vous avez entendu parler de Cap Hospitalité. C'est un mécanisme récent qu'on a lancé qui va donner une solution de financement à tous les hôtels pour mettre à niveau leur établissement et également pour professionnaliser leur gestion avec effectivement un avantage important qui est 0% d'intérêt. Donc c'est des intérêts pris en charge par l'État. Donc vraiment des investissements importants. L'État elle est consciente de l'importance de se préparer à la Coupe du Monde pour avoir une offre de qualité, mais également pour notre secteur touristique d'une manière globale.
Alors, certes, il y a 15 000 chambres, ça c'est uniquement pour la Coupe du Monde, mais en parallèle de l'annonce de la de la candidature du Maroc, nous avions déjà une feuille de route pour le tourisme qui est plus ambitieuse. Mais Inch'Allah, je pense avec le contexte actuel, avec la stimulation qui a été créée par cet événement sportif et avec les événements sportifs qui vont également être organisés en parallèle, notre ambition qui est grande va peut-être voir le jour. Nous tablons sur une capacité à horizon 2030 de 400 000 lits. Aujourd'hui, nous sommes sur 300 000. Donc, nous tablons sur la création de 100 000 lits nouveaux sur le marché touristique marocain. Alors, rien que sur la période 2020-2023, nous avons une dynamique très très importante juste après la reprise de l'activité touristique, une dynamique très forte. Nous constatons un intérêt certain par des investisseurs pour investir au niveau des villes hôtes, et quand j'ai dit les villes hôtes de la Coupe du Monde, Tanger, Casablanca, Agadir, Marrakech. Alors, sur le chiffre qu'on a aujourd'hui, on a déjà 36 000 lits réalisés entre la période 2020 et la période 2023. Et nous continuons d'avoir une dynamique plus importante. Rien que cette année, on va clôturer avec 8 000 lits nouveaux qui vont être créés sur le marché marocain. Donc, voilà, donc on est préparé. Donc, plusieurs chantiers ont été lancés. Nous avons des partenariats très importants, notamment avec des investisseurs espagnols, qui est notre partenaire dans l'organisation de la Coupe du Monde, mais également dans pas mal de chantiers. Le groupe Barcelo fait partie de ces partenaires importants qui vont nous aider à développer notre infrastructure touristique. Alors, il y a également l'infrastructure touristique, elle est importante en termes d'hôtels. Parce que ça permet d'accueillir les visiteurs de par le monde, mais également il y a toute la partie offre d'animation sur laquelle on est en train de travailler. Alors sur l'hébergement, on n'a pas peur, donc sincèrement il y a une dynamique qui s'est déclenchée. Sur l'animation, les efforts doivent être déployés d'une manière plus importante. Et c'est pour ça qu'on a commencé déjà à lancer des mécanismes sur plusieurs volets pour la petite moyenne animation, mais également sur la grande animation. Donc cette animation, ça va servir pour offrir quelque chose pour le public de la Coupe du Monde, mais également c'est une animation qui est essentielle pour augmenter l'attractivité de notre destination et profiter du rayonnement qui va être créé, du rayonnement à l'international qui va être généré par la Coupe du Monde. Par la suite, il faut qu'on puisse offrir quelque chose de plus intéressant. Et nous travaillons sur plusieurs volets, notamment une animation très innovante sur tout ce qui est gaming, sur tout ce qui est gastronomie marocaine, sur tout ce qui est parc d'attraction. Donc vraiment, sincèrement, il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés et je pense qu'ils sont en bonne route. Certes, il y a l'effort de ramener des investisseurs, mais déjà l'État a commencé à investir, à intéresser des gens pour venir investir que ce soit dans l'hôtellerie et également dans l'animation. Merci beaucoup Madame Touzani pour ces précisions. Que de très bonnes nouvelles, alhamdoulilah. Vraiment, ça nous fait plaisir. En tout cas, merci pour ces précisions. Je vais interpeller Monsieur Raoul González pour qu'il y ait une certaine logique et qu'on comprenne de mieux en mieux cette offre hôtelière. Monsieur González, je vais vous poser la question en français. Quels défis spécifiques le Maroc doit-il surmonter pour développer efficacement ses infrastructures sportives et touristiques en prévision de la Coupe du Monde 2030? Je rappelle que Monsieur González, vous êtes président de Barcelo. Donc, votre opinion pourra un peu compléter ce que vient de dire Madame Touzani. Merci. Salam alaikum. I will try to explain several thoughts. First of all, I think that Morocco had a great opportunity, and I think that the World Cup is a very good reason for try that all the people, all the citizens of Morocco can have a clear flag for try to have a common objective for everybody. And I think that's always very important, is
when I visit your country, I see all the people talking about 2030, and this is very, very positive, because all the people can walk in the same direction. I have a question for my previous colleagues, because I am not 100% sure. How many new rooms do you expect for 2030? 50,000. Okay. We are running at the moment only 2,000. We expect to grow in the following years and at least to run 5,000 or 6,000 at least for 2030. We think that we must to increase our market share in the country. I think that is an evidence that we have been the tourist group that had invested more money in your country in the last couple of years, and I think that probably will be also the company that will invest more in the following years also, not only the past, I think also in the future. I think that also is important to explain that we can be investors, we are buying properties, and we are repositioning the properties. At the same time, we can be operators, and we have signed several contracts in the country. At the moment, we have projects for increase our capacity in Fes, in Tanger, in Casa, in Rabat, in Agadir, in Fes, probably in Tetuan. That means that we are trying to grow globally in the country. About recommendations, the moderator asked me about recommendations. I think that probably the first one is try to maintain, to be authentic. You must to demonstrate to the world that you are a modern country with good infrastructures. That's very important. But at the same time, try to maintain your local flavor. The people want experiences, and you can give to the people very real experiences. Don't forget that. Don't try to be only modern. Try to have a mix between the traditions, the real traditions that all the people want to experience. When the people come to Spain, many people want to try paella. I never eat paella, but all the people want because they think that it's a very local product. And probably you must try to maintain this local flavor. I think that also it's important to think not only in 2030. I think that you have a challenge the day after 2030, the day after the World Cup. And probably in parallel, I recommend to you that think, which is the next step after finish the World Cup. Because we see in many places with Expo, with these big events, with Olympic Games, with World Cup, that after the event, you have many supply that is completely empty. That means that you must work in, like you say before, in attractions, in reasons for coming to the country. I think that that the idea to maintain this local flavor, this authenticity in your product, I think is very important, and you must to demonstrate. I think a good example for you can be Barcelona. Barcelona during the Olympic Games, I think that helped to Spain to change a lot, to change the vision about the country. I think that's the same possibility for your side. I think it's a big opportunity for the country, and I am very happy to see that we only need a Portuguese with us for trying to create the World Cup team, but I think it's very interesting, I think very positive after the three countries working together for trying to create a historical event in the sport in the world.
Thank you very much, monsieur. Des applaudissements. C'est très intéressant ce que vous avez dit, mais effectivement, nous, on est un pays de football, on est un pays en plein développement, donc je pense qu'on va plus suivre le modèle de Barcelone que celui du Brésil, par exemple. Je voudrais passer à monsieur Ali Benjeloun, vice-président du MAS. D'ailleurs, je tenais sincèrement et devant tout le monde à vous féliciter pour ce très bon début de saison et je vous souhaite le meilleur. Vous êtes dirigeant d'un très grand club marocain. Comment les acteurs locaux tels que le MAS de Fès peuvent-ils collaborer pour assurer un impact positif durable de la Coupe du Monde 2030 sur la société marocaine? Bonsoir à tous. Merci pour la question, Nasreddine. Écoutez, je répondrai sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que pour accompagner la réussite de cet événement mondial et planétaire, nous sommes d'abord des acteurs de la société civile qui sommes rangés derrière les orientations d'abord royales, puis gouvernementales, puis les orientations de la wilaya de Fès, et enfin les orientations de la Fédération royale marocaine de football. Donc il y a un plan, il y a des orientations qui s'appliquent à tous, qui sont pensées, extrêmement bien pensées, je profite de l'occasion pour le dire, et donc nous en tant qu'acteurs, nous nous rangeons derrière cela. C'est un préambule à mon propos. Maintenant, cela n'empêche que l'on peut avoir nos convictions en tant qu'acteurs de l'industrie du sport et du foot en particulier. Et nos convictions sont les suivantes. Si l'on veut contribuer à cette réussite, cela passe par 2 volets. Cet événement est réussi s'il remplit 2 conditions. S'il génère des points de croissance, donc des points de PIB, première condition. Et deuxième condition, cet événement est réussi s'il participe à séduire la planète. C'est ce qu'on appelle le soft power. C'est asseoir, c'est charmer, c'est le nouveau langage des puissances et des États entre elles. Les États aujourd'hui utilisent ce langage-là pour se parler. Donc, si nous arrivons à réussir à remplir ces 2 conditions ou à contribuer à cela, nous estimons que nous allons avoir réussi à contribuer à cet événement. Comment maintenant aider l'État, la nation, aider l'organisation tripartite de l'événement à remplir ces conditions? Alors, sur la génération de points de PIB, je dirais tout d'abord qu'un club de foot, aujourd'hui au Maroc, dans notre cas, nous, le MAS de Fès, déjà, on peut commencer par être un bon élève de notre industrie. C'est-à-dire générer de la croissance dans notre industrie, nous structurer, nous rendre exemplaires, travailler selon des best practices techniques, financières, managériales, qui feraient de nous le bon élève de notre industrie. Déjà là, nous aurions rempli une partie importante du chemin. Pourquoi? Parce que, je vais vous le dire très simplement, le MAS a connu une révolution sur cette année 2024, il a accueilli de nouveaux investisseurs. Et notre discours à nous, pour convaincre ces investisseurs, pour venir et faire de nous les managers du club, c'était de dire, le monde va venir au Maroc, une partie du monde va venir à Fès. Est-ce que nous ne voudrions pas nous présenter à ces gens-là sous notre meilleur jour, avec un stade qui va être simplement fabuleux, avec un centre de formation pour le club aux normes internationales, avec des performances sportives au niveau, avec une jeunesse de la ville et de la région qui vont être canalisées par le sport, pas seulement la jeunesse qui joue, mais également la jeunesse qui supporte, la jeunesse qui consomme, la jeunesse qui rêve. C'est là où le foot génère ses points de croissance, c'est là où le club remplit tout son rôle. Donc on veut être un bon élève de notre industrie par ces canaux-là. Ensuite, je viens à la deuxième condition dont je parlais tout à l'heure, qui permettrait au club de contribuer, au club en général et au MAS en particulier, de contribuer à la réussite de cet événement planétaire, c'est charmer le monde et asseoir cette dimension de soft power. Écoutez, de ce point de vue-là, je vous dirais que le club doit faire voyager le nom de la ville, doit rompre avec les
schémas de pensée et les circuits courts qui voudraient que le foot soit populaire, donc attaché à de l'agitation, liée à des fois de la violence. Donc rompre avec merci beaucoup, rompre avec tous ces schémas-là pour arriver à une image de la ville et de la région qui puisse aller de pair avec les ambitions attachées à l'événement. Donc si nous générons de la croissance, si nous construisons un club modèle ouvert, conscient de la dimension RSE qui l'attache à son environnement, qui l'attache aux différents critères de réussite sociale, économique, environnementale, un club citoyen, un club responsable et performant. Si nous réussissons tout cela, je pense que ça peut être une contribution très intéressante au projet Maroc 2030. Merci, monsieur. Ouais, ça mérite des applaudissements. Merci, monsieur Benjeloun. Alors, le match de Fès a charmé le championnat marocain, mais j'aime bien votre phrase de charmer le monde. Effectivement, le Maroc doit charmer le monde. Et pour un peu clore ce premier tour de table, je vais m'adresser à monsieur Alexandre Kateb, parce qu'on parlait de soft power, de charmer le monde. Comment l'organisation de la Coupe du Monde 2030 pourrait-elle renforcer l'image internationale du Maroc et quelles sont les implications diplomatiques? Merci pour cette question. Je pense qu'en effet, ce genre d'événement, comme ça a été dit, a un impact certain sur la capacité de projection d'un pays à l'international, et notamment sur cette dimension de soft power qui a été évoquée par M. Benjeloun et qui est effectivement très forte, surtout si on l'associe à des sports très populaires comme le football, évidemment, puisque on peut parler d'une diplomatie du football et même d'une géopolitique du football qui transcende d'autres dimensions et qui, quelque part, met au même niveau tous les pays, quel que soit leur niveau de développement, puisque ce qui compte, c'est la ferveur populaire et la capacité à transmettre des émotions. Donc je pense qu'effectivement, c'est à l'aune de cette capacité à transmettre des émotions collectives et à transcender les barrières, quelles qu'elles soient, entre les peuples, entre les individus, que cet événement aura un impact, je dirais, sur la capacité du Maroc à se projeter à l'international, à apparaître comme un acteur déterminant en Afrique et bien au-delà dans l'espace euro-méditerranéen, avec cette ouverture également sur l'Atlantique et sur les Amériques, qui est aussi intéressante, puisque notamment dans le domaine du sport et du football, il y a quand même aussi un soft power américain et latino-américain qui est très, très important et sur lequel il peut y avoir une ouverture grâce à ce vecteur du sport et du football en particulier. Donc cet événement peut avoir cet effet d'entraînement et puis il peut aussi, je dirais, faire naître de nouvelles dynamiques interrégionales, puisque là on associe 3 pays finalement et 2 continents dans un seul événement. Ça peut avoir un effet d'entraînement aussi, ça peut montrer qu'il y a des dynamiques de coopération qui peuvent se mettre en place entre ces différents pays et puis qui peuvent aussi associer par effet de capillarité d'autres pays, que ce soit de l'Union européenne, du continent africain. Donc cet événement peut avoir aussi un impact en termes d'intégration régionale et continentale du Maroc. Et donc en ce sens, je pense que l'effet pourrait être vraiment positif si justement cette capacité à transmettre des émotions et à transcender toutes les barrières, quelles qu'elles soient, finalement, et qui doit être mise vraiment en première priorité, selon moi, si cette dimension-là est réussie, eh bien toutes les autres dimensions, que ce soit la dimension économique, financière, géopolitique ou autre, suivront. Merci beaucoup pour ces précisions. Ça m'arrête. Je vais retenir transmettre des émotions. J'aime beaucoup cette phrase. Ça me rappelle, et on l'a tous vécu à la Coupe du Monde 2022, il y a une vraie transmission d'émotions. J'en ai encore la chair de poule et je pense que vous tous, et
Et je reste persuadé qu'on revivra ces émotions-là. Je vais revenir à vous, M. Belkacem. Je vais parler plutôt de stratégie. Quelles sont les principales stratégies que le Maroc met en place pour maximiser l'impact économique, je parle bien économique, de la Coupe du Monde 2030? Voilà. Bien. Écoutez, oui, je l'ai compris, je l'ai parfaitement bien compris. Juste peut-être pour pouvoir donner des éléments de réponse, il y a lieu de préciser, quand vous parlez effectivement de stratégie, de dire, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, quand il y a eu la candidature et qu'il y a eu l'annonce ou la publication des on va dire des FIFA requirements, il y avait tout un ensemble de stratégies qui étaient avant, qui existaient, des stratégies sectorielles. Je pense que le premier travail, et ça c'est un intérêt justement de l'organisation d'une Coupe du Monde comme celle-là, c'est de pouvoir assurer une convergence de l'ensemble de ces stratégies et puis leur fixer des dates de mise en œuvre qui doivent bien entendu se faire avant l'organisation de la Coupe du Monde. Juste pour donner des exemples, il y avait peut-être des stratégies sectorielles où, par exemple, la mise en œuvre d'un ensemble de projets allait jusqu'à 2035. Plus question de faire ça, il faudrait absolument que ça puisse être prêt avant 2029. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je voudrais peut-être pour donner une réponse par rapport déjà aux impacts, et puis par la suite parler, comme vous l'avez dit, de la maximisation de ces impacts, continuer à mettre en évidence les chantiers. Parce que ce n'est pas les seuls chantiers qui concernent la préparation de la Coupe du Monde. Ce n'est pas que les stades, ce n'est pas que les hôtels. Le transport est un élément fondamental, justement, pour l'organisation de la Coupe du Monde et dans toutes ses formes. Alors, juste peut-être pour illustrer ça, l'aérien, aujourd'hui, on est à une capacité de 23 millions de passagers par an dans les aéroports des 6 villes hôtes. Je ne parle que de ces villes hôtes. Eh ben, en 2030, on devrait être capable d'accueillir plus de 53 millions de passagers par an. Et donc, c'est pratiquement beaucoup plus que doubler la capacité actuelle. Et donc, dans ces stratégies, effectivement, dont vous avez parlé tout à l'heure, il va s'agir de construire 3 nouveaux terminaux. Celui de Rabat, il est déjà en cours de construction. Un terminal à Casablanca. Juste pour donner une idée, pour Casablanca, la capacité d'accueil devrait passer de 9,6 millions aujourd'hui à 23 millions en 2030. Et puis aussi, la construction, en étant à Tanger, la construction d'un terminal à Tanger pour pouvoir augmenter davantage la capacité justement de l'aéroport. Et puis, l'extension des 3 aéroports des autres villes, à savoir Marrakech, Agadir et puis Fès. Juste peut-être pour préciser, aujourd'hui, la capacité d'accueil de l'aéroport de Marrakech est de 7,2, elle devrait passer à 14 millions. Et d'ailleurs, même sans la Coupe du Monde, on voit un peu les... Donc ça, c'est juste par rapport au transport aérien. Maintenant, par rapport au transport ferroviaire, je pense que tout le monde est au courant. Avec le LGV, il va y avoir la connexion entre l'ensemble des villes hautes à moins de 3 heures. Donc ça passe par la construction de 430 km de plus pour le LGV, et puis aussi la modernisation, notamment les 200 km qui existent entre Rabat et Fès pour pouvoir desservir avec un matériel roulant qui offre bien entendu une qualité d'accueil beaucoup plus pertinente, mais aussi donc, on va dire une rapidité. Je ne parlerai pas de l'hospitalier, 6 hôpitaux de référence, 279 infrastructures hospitalières pour accueillir pendant la compétition. Je ne parlerai pas aussi de plus de 30 000 lits pour l'hospitalier. Je ne parlerai pas aussi de la couverture 5G, plus de 70% du territoire qui va être couvert par la 5G, et puis les data centers, le IBC. Donc, beaucoup de projets. Et puis aussi l'aménagement urbain à l'intérieur des villes hautes. Alors, pourquoi j'insiste sur cet aspect-là? C'est pour dire qu'aujourd'hui, la Coupe du Monde va être amenée à donner 3 types d'impact.
l'impact économique, l'impact social, mais dont a parlé le président de Barcelone tout à l'heure, c'est tout ce qui est héritage. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, juste, je commencerai, mais j'essaierai d'être très bref. Pour l'impact économique, Zama, il est clair. Une croissance économique, elle est due à une production locale. Cette production locale, elle est due à l'organisation, à la préparation de la Coupe du Monde, dans ces différents volets. Premièrement, quand on dit qu'on va accueillir des touristes, ah ben c'est l'évidence, les dépenses des touristes vont induire, vont catalyser, on va dire, une production locale. L'organisation de la Coupe du Monde par la FIFA, ben, ça va se faire avec des prestataires qui sont locaux. Et donc, ça crée une dynamique. Tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, ah ben, c'est quelque chose qui va induire une dynamique en termes d'investissement dans le pays. Donc, pas de miracle. Ceci va générer une croissance économique. Quand on parle de croissance économique, eh ben, c'est tout ce que vous avez dit, tout ce qu'a dit Sib Djelloun tout à l'heure. Ben, il est évident que le PIB il va augmenter. Ça voudrait dire aussi que les recettes fiscales, elles vont augmenter aussi, avec toute la dynamique que je viens d'évoquer à l'instant. Et ce qui permettrait bien entendu de pouvoir augmenter le budget général de l'État pour pouvoir justement accompagner l'ensemble des autres projets. Mais aussi, et c'est un élément aussi fondamental, c'est la balance des paiements. N'oublions pas, quand on dit qu'il y a des étrangers qui vont venir soit pour visiter, soit pour assister au match, ben c'est de la devise étrangère qui rentre dans le pays. Et donc, certainement qu'il va y avoir un net excédentaire et qui va permettre de pouvoir. Donc ça, c'est juste quelques éléments par rapport peut-être à la dimension, l'impact économique. Maintenant, l'impact social, ben, ces chantiers ne se feront pas d'eux-mêmes. Le capital humain est un élément qui est fondamental dans cet exercice. Et donc, le marché de l'emploi va être développé, il va y avoir de l'emploi qui va être créé, mais non seulement de l'emploi qui va être créé d'une manière générale, mais aussi avec la diversification, l'emploi des femmes et puis aussi des jeunes. C'est une dynamique inéluctable, ça va se passer et ça va fonctionner de cette manière. Resterait un autre élément, ben, c'est l'employabilité. On le dit tous, c'est très important qu'il y a, et vous l'avez compris, Madame est revenue dessus tout à l'heure, il est à l'évidence, assurer une qualité de service, ce n'est pas avec tout simplement les bâtiments, c'est avec la ressource humaine, mais de la ressource humaine qualifiée. Et donc, toute la formation qui va concerner l'ensemble des chantiers, et donc là, c'est une dynamique d'employabilité qui va se mettre en place. Après, le dernier élément sur lequel je vais parler, c'est la legacy. Je tiens à le dire, dans la candidature tripartite avec le Portugal et l'Espagne, elle a été construite en partant de la passion commune qui marque ces pays pour le football, avec 4 piliers: développement durable, impact social, investissement et innovation. Et ces 4 piliers visent tous ensemble l'héritage. Donc c'est une composante importante dans la candidature qui a été présentée dans le cadre de la tripartite. Maintenant, il est évident, et nous le savons parfaitement bien, quand on va organiser une Coupe du Monde comme celle-là, eh ben, c'est sûr, ça va avoir un impact sur l'image du pays, et certainement que Mme Touzani va développer l'exploitation qui va être faite par cette image du pays, mais aussi elle passe par le développement du bien-être. Écoutez, les projets, tous ces projets dont on parle maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les stratégies sectorielles, ils étaient prévus. Ils allaient se réaliser plus tard. Eh ben, aujourd'hui, tant mieux, ça va se réaliser très rapidement. Qui va en tirer profit? Ben, c'est nous tous. Donc l'impact de la legacy, ou de l'héritage, c'est que l'ensemble de ces projets vont contribuer au bien-être des citoyens, particulièrement les citoyens marocains. Dernier point, il est clair que toute la dynamique qui va être créée avec la mise en place, la préparation et l'organisation de cet événement, nous ne l'aurons pas. Ça va développer le business dans notre pays. Notre pays deviendra plus attractif. Et particulièrement, ça va permettre de pouvoir développer notamment les investissements directs étrangers
et qui contribuera bien entendu dans la dynamique positive de notre pays. Donc voilà quelques éléments que je voulais partager. Ça mérite vraiment de vrais applaudissements parce que vous m'avez hypnotisé avec ces bonnes nouvelles, cette bonne dynamique, et je pense que vous avez hypnotisé ces jeunes parce que c'est un vecteur de motivation, parce qu'on va tous en profiter. Merci en tout cas pour ces précisions. Je voudrais passer à Madame Touzani, qui est Madame Tourisme, et que vous nous donniez un peu votre regard sur cette belle dynamique. Franchement, j'ai qu'une hâte, après tout ce que vous m'avez dit, c'est d'être en 2029 et 2030 et voir mon beau pays avec tous ces projets, alhamdoulilah, j'en ai encore la chair de poule. En tout cas, ça c'est le côté émotionnel, mais on va parler côté pratique. Je voudrais, Madame Touzani, que vous nous donniez votre regard sur cette belle dynamique que nous a expliqué M. Belkacem. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, de bonnes nouvelles en tous les cas. Je rejoins l'idée que tout ce qui se fait, ça répond à des stratégies sectorielles qui ont été déjà mises en place, mais ce qu'on gagne, c'est de les accélérer, c'est de profiter de ce momentum pour accélérer toutes les stratégies sectorielles et notamment la stratégie du secteur du tourisme. Entablé sur 17 millions à horizon 2026, les 26 millions à horizon 2030, c'est des objectifs qu'on pourra, Inch'Allah, atteindre grâce à cette émulation qui va être créée par cet événement sportif et par les événements sportifs qui sont en train d'être organisés au Maroc. Donc vraiment, au-delà du côté infrastructure, ça a créé toute une dynamique multisectorielle, une accélération des chantiers, tout azimut, les infrastructures hospitalières, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les infrastructures routières, et tout ça, il sert le tourisme. Parce que le tourisme, quand il réussit, c'est grâce à la réussite de tous les secteurs. Quand on a des services de qualité en transport, quand on a une bonne connectivité, quand on a des services de santé de qualité aussi, et quand on a aussi un élément très important, ça a été abordé par M. le Président de Barcelone, c'est une authenticité à vendre et à mettre en avant. Parce que les gens, quand ils viennent au Maroc, c'est toujours pour avoir un côté, une expérience différente, authentique. Et peut-être ça me ramènerait au défi. Et je rejoins l'idée de M. le Président de Barcelone. Notre défi, c'est de donner envie à des touristes quand ils vont venir pour la Coupe du Monde, de revenir et de rester longtemps. Parce que le challenge pour nous, on va faire tous ces chantiers, Inch'Allah, on va les accélérer. Il y a des moyens importants qui sont donnés par l'État et mis en place par l'État. Mais le défi majeur, c'est qu'on puisse garder cette dynamique au-delà de la Coupe du Monde pour que ça ne s'essouffle pas. La dynamique, elle est là, mais il faut garder cette dynamique au-delà, avec des taux de croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, on est à des taux de croissance à 2 chiffres, rien qu'en 2024, pour donner peut-être des choses concrètes en termes de demande touristique. Nous sommes à une évolution de plus de 30% par rapport au flux touristique de 2019. Le monde, il a évolué avec 4%. Au Maroc, on a évolué à 30% par rapport à l'année de référence qui est 2019. Donc l'impact, il est là. Mais il faut le perdurer dans le temps et profiter de vraiment de ce rayonnement qui est en train de se construire avec une image forte du Maroc et une image aussi authentique. Moderne, oui, je veux bien, c'est sur quoi on travaille, avec des infrastructures modernes en termes d'aéroports, en termes de transport urbain, en termes de services urbains, mais nous travaillons également, donc je parle du côté Société marocaine d'ingénierie, nous travaillons également pour garder et pour développer une expérience touristique authentique à offrir aux touristes et aux visiteurs qui vont venir pour voir les matchs de la Coupe du Monde et qui vont, Inch'Allah, garder une belle image et qui vont revenir pour une croissance plus soutenue de notre secteur. Voilà, donc il n'y a que sincèrement, et notre jeunesse, alhamdoulilah, ça va être notre capital et pour construire cette dynamique et la faire perdurer. Voilà ce que je voulais dire.
Ça mérite un tonnerre d'applaudissements, vraiment. Effectivement, parce que pour avoir fait plusieurs compétitions, il n'y a pas que le fait d'aller voir des matchs de foot, mais il y a une vraie expérience. Et cette authenticité qu'a le Maroc, c'est vraiment une plus-value. Et vous parliez de dynamique tout à l'heure. Franchement, je ne suis pas surpris par les chiffres. Vous m'avez dit 30% depuis 2019. Ça confirme qu'on est sur une très très belle dynamique. Le Maroc se développe avant qu'on ait Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde. Donc je reste très optimiste. Ça va être juste, comme a dit M. Belkacemi, un accélérateur. Inch'Allah, j'en suis persuadé, ça va être un accélérateur et alhamdoulilah, après 2030, ça ne sera pas 30%, mais j'espère qu'on se reverra et vous me direz 50 ou 60%, Inch'Allah. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de passer très rapidement, M. Benjeloun. Vous êtes un spécialiste du championnat marocain. J'ai une question toute bête à vous poser. Je pensais au championnat allemand. Avant 2006, le championnat allemand n'était pas très attractif. Et puis, il y a eu la Coupe du Monde 2006, de très beaux stades, de très belles infrastructures. Et d'un coup, le championnat est devenu vraiment attirant. Est-ce que vous pensez que nous, au Maroc, on peut profiter de cette Coupe du Monde pour suivre le modèle allemand et que le championnat marocain devienne un championnat très attractif? Alors, je vous remercie pour votre question. Simplement, je vais peut-être un petit peu briser l'élan de cet optimisme parce que la Coupe du Monde ne pourra en aucun cas constituer une baguette magique pour ce championnat. Si l'on n'y met pas les ingrédients nécessaires à en faire un produit de qualité, nous n'y arriverons pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, il faut construire les chaînes de valeur qui permettent aux clubs de devenir des entreprises de spectacle. Et pour cela, chaque élément de la chaîne de valeur doit être pensé à un niveau national, mis à disposition. Construire un secteur économique, comme ça peut être le cas dans l'aéronautique ou dans l'automobile ou dans tout autre secteur, nécessite deux composantes essentielles. Un secteur privé, là je suis en train d'expliquer comment rendre un championnat, voilà. Mais je suis obligé de faire une digression un peu théorique parce que c'est tout à fait, c'est un prérequis qui est tout à fait nécessaire. On a besoin pour créer un secteur économique de deux intervenants. D'un côté l'État, qui va mettre à disposition des infrastructures, qui au Maroc le fait très très bien. Et on a besoin de l'autre qui va mettre à disposition des infrastructures, un cadre légal, législatif, une main-d'œuvre formée de qualité. Et on a besoin de l'autre côté, pour former un secteur économique, on a besoin d'investisseurs qui croient dans ce secteur et qui y voient, dans une logique tout à fait rationnelle, un intérêt économique. Ces deux composantes aujourd'hui au Maroc sont présentes, mais se regardent un petit peu sans savoir qui va faire le premier pas. L'État a été extrêmement courageux parce que l'État aujourd'hui met à disposition des infrastructures qui demain peuvent permettre d'avoir le meilleur championnat d'Afrique ou le meilleur championnat du monde arabe. Parce qu'on va avoir les meilleurs stades d'Afrique et les meilleurs stades du monde arabe. Maintenant, sur le terrain, c'est différent parce que sur le terrain, on a besoin de ressources humaines qui travaillent avec les artistes dès l'âge de 10-11 ans pour en faire les futurs champions à 23 ans, 28 ans. Et ça, c'est des chaînes de valeur très complexes à mettre en place, qui demandent de la formation professionnelle, qui demandent ce qu'on appelle le capital patient. Qu'est-ce que le capital patient? C'est dire que j'investis dans un champion qui a 11 ans aujourd'hui, qui va me coûter 300 000 € entre l'âge de 11 ans et de 19 ans, et peut-être qu'à 24 ans, il en vaudra 4 millions d'euros. Ça, c'est du capital patient. Et c'est un certain type d'investisseur qui peut se diriger vers ce type d'actifs. Quand je parlais d'écosystème tout à l'heure et de chaîne de valeur, il y a des étapes pour arriver à un produit de qualité sur la pelouse. Il y a beaucoup d'étapes à respecter sur de nombreuses années. Aujourd'hui, l'État est tout à fait prêt après ça. Nous, secteur privé qui agissons dans le foot, nous sommes également impatients de pouvoir commencer l'aventure. C'est tout frais, je ne vous cache pas que c'est tout frais, les clubs sont en train de se constituer en société. Et si tous ces ingrédients-là sont mis en place à la bonne mesure, je suis certain que le championnat peut devenir un produit de qualité en repensant l'expérience spectateur, parce que si je demande dans la salle qui est-ce qui est déjà allé voir un stade, qui est déjà allé voir un match au stade, et qui est-ce qui est déjà allé voir un match dans de bonnes conditions satisfaisantes du début à la fin, pour avoir un match de haut niveau, je pense que 90%
parking et achat du ticket inclus, je pense que les réponses ne seront pas nombreuses. Aujourd'hui, c'est tout ça qui est à repenser. Et comme je vous le disais, ça nécessite un papa et une maman, un secteur privé, un secteur public. Et on a de grandes ambitions et nous restons très optimistes et très déterminés derrière la Fédération royale marocaine de football et les orientations publiques dans ce sens. Merci Monsieur Benjeloul, merci pour ces explications. On arrive à la fin. Je voudrais interpeller Monsieur Raoul Gonzalez. Je profite de votre présence pour avoir des informations un peu pas concrètes, mais savoir comment vous réagissez par rapport à ce type d'événement. Comment un groupe comme le vôtre va-t-il s'adapter à la CAN 2025 dans un premier temps et à la Coupe du Monde 2030? Quelle est votre approche marketing, commerciale par rapport à ce type d'événement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en particulier? Est-ce qu'il y a des décisions stratégiques qui se font? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails pour nous, le grand public? Merci. Before to give you an answer to the question, I want to give you some thoughts. One is some research say that if a country win the World Cup, the GDP of the country increase roughly 1 basic points. I think that economy is very related with the mentality of the people. And you have the opportunity to create a motivation in the population, an optimism that can help to the economy. At the end of the day, the GDP, close to 60%, come from the consume of the people. And I think for me, can be a clear, a big catalyst for your country, this big event. No? I recommend that you work hard and enjoy. And you work hard and enjoy, you will be successful. That's my recommendation. I want to be a little bit critical for a few seconds, and I don't want to be rude. I'm very sorry for my words, but I only want to help. But you must try to improve the experience of the people from the beginning to the end. If I arrive in the airport, and this is my personal experience, I think my record is show my passport 8 times. Probably I can be wrong, I can be 9, but I think it's 8 times. I understand that security is very important for the country, but you must try to balance and to create a kindness hospitality. You are a very kind people, but sometimes it's very difficult. A couple of months ago, I was in Marrakesh, changed the timing, the clock, and I arrived to the airport rush because I thought that was the previous timing, and they said, no, you don't have the stamp, you cannot fly. I say, but it's my flight, I have meetings, I must to fly, it's the last flight in the day. I can go to any place. I said, no, you don't have the stamp. You stay with us 1 day more. And I understand the rules, but probably how the people explain is completely different experience. And I think this is a point that I want to help, and you must think how you can improve the experience from the beginning to the end. When I listen to you about airports, you must think that the big hubs in the world, the size are for 150 million people. It's Spain, Madrid, and Barcelona. At the moment, we have a little bit less of 60 million, and we are constructing a new development. The idea is to have the capacity for 80, 90 million. We have several other airports for 35, 40 million people. I remember my first visit to Dubai in 2000. For me, it was a big surprise. I didn't understand why they need roads with 6 carriles for each side. Say, but it's only 2 cars. Why they need so many infrastructures? Now, when I visit, it's crazy. If you invest in infrastructures, in connectivity that you mentioned before,
is absolutely crucial. I think that for Barcelona, how we can help is we are investing in the properties. We bought a couple of properties a few months ago, and the idea is to invest 50 million in each property. In Fez, we had invested. In Marrakech, we had invested. In Agadir, we had invested. The idea is we must to give to the customers very high standards, not necessarily luxury. Is not everybody is ready to pay 2,000 euros per room, but try to give them a very high standard that the customer satisfaction increase a lot and they want to repeat. Because we need that. If the people come to the country only once in their life, it's a big issue for the country, it's a big issue for us, because we must invest in marketing campaigns every day. And I think this is the way. Is training, like you mentioned before, I think is very important, but is try to have the best hotel that we can. Je pense que, je vous l'avais dit au début, que les speakers étaient de très grande qualité. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir, je pense que vous aussi. On arrive à la fin. Je voulais vraiment vous remercier, vous public, remercier les speakers. Et je voudrais vraiment un tonnerre d'applaudissements vraiment pour ces intervenants qui ont fait l'effort, qui ont partagé avec nous leur expérience. Et moi, personnellement, j'en sors grandi et je pense que vous aussi, en tout cas, j'ai hâte d'être à 2029-2030 et alhamdoulilah, notre pays va dans la bonne direction. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.